Bien. Alors, Olivier, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ils sont très peu, c'est vrai, Datadog, je voudrais quand même juste rappeler que Datadog est une scale-up américaine basée à New York, mais pas seulement, Boston, Paris et Dublin, qui a été fondée en 2010 par deux Français, vous-même, Olivier, et votre collègue Alexis Lecoq. Et votre entreprise propose, entre autres, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, une plateforme SaaS de monitoring des infrastructures cloud et applications pour les entreprises. On l'évoquera un peu plus précisément tout à l'heure, mais Datadog a été introduite en bourse en 2019, il y a un petit peu plus d'un an aujourd'hui. Si ma mémoire est bonne, avec une introduction, un cours de bourse aux alentours de 27 dollars, et aujourd'hui à peu près le triple, puisqu'on est un petit peu au-dessus des 90 dollars, donc j'ai envie de dire bravo Datadog. Et aujourd'hui, vous avez plus de 2200 collaborateurs qui sont répartis à travers le monde, à New York, Boston, Paris, Dublin et ailleurs dans le monde, Garges-les-Gonesse par exemple. Alors, Olivier, on est là pour parler de la success story de deux centraliens, donc vous-même et Alexis Lecoq. Une success story importante et emblématique parce que vous êtes tous les deux issus des grandes écoles françaises et une licorne française, on est content d'en avoir, on aimerait en avoir plus. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est comment, comme le dirait Simon Sinek, le Start with Why, comment vous est venue l'idée de départ de Datadog? Alors, en fait, Datadog, c'est une boîte qu'on a démarrée pour résoudre un problème qu'on avait nous-mêmes. Donc, je travaillais avec mon cofondateur Alexis depuis pas mal d'années. En fait, on a commencé à travailler ensemble en 99. Et en fait, dans notre boîte d'avant, ce qui se passait, c'était que moi, je faisais tourner l'équipe de développement, lui faisait tourner l'équipe d'opération. Et on avait des équipes qui, en fait, travaillaient pas très bien ensemble. Donc, c'est peut-être quelque chose qui rappellera des souvenirs à pas mal de gens qui nous Possible. écoutent. Voilà. Euh, et en fait, on s'est dit que puisque nous, on travaillait très bien ensemble, puisqu'on avait embauché tout le monde dans nos équipes, on avait essayé dur de ne pas embaucher des gens difficiles, on était quand même arrivé avec des équipes qui se pointaient du doigt et qui avaient du mal à travailler ensemble. On a décidé de démarrer une boîte pour essayer de leur amener les mêmes données, de leur donner la même vision du monde, d'essayer de les aligner le plus possible au quotidien et en fait d'abattre les murailles qui les séparaient. Et donc, ça a été le point de départ pour Datadog. Alors, qui dit point de départ dit financement. On a eu Georges Naon tout à l'heure qui nous a parlé des venture capitalistes aux États-Unis. Donc, il y a forcément un besoin de fonds pour démarrer. Et comment ça s'est passé dans votre cas, Alexis? Alors, dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est que, alors pour démarrer, déjà, l'entreprise dans laquelle on travaillait avant a été revendue. Donc, comme on était des employés assez précoces de l'entreprise, ça nous a donné suffisamment on va dire, d'économies pour s'autofinancer pendant un an. C'est toujours C'est-à-dire que, pratique. voilà, tous les deux, on s'est pas payé pendant un an. Et ça nous a permis au début en fait, de pas se précipiter pour écrire du code, pas se précipiter pour construire un produit. On a commencé par passer les 6 premiers mois à parler au plus de clients potentiels possible. Euh, et bon, la bonne nouvelle, c'est que quand on n'a rien à vendre, tout le monde est très heureux de nous parler et de parler de ses problèmes. Euh, et donc, ça nous a permis de vraiment nous assurer qu'on travaillait sur un problème qui était réel, qui n'était pas juste imaginé, et qu'on comprenait bien à qui ça servait, pourquoi, et aussi comment ça pouvait s'inscrire dans ce qui était nouveau à l'époque, qui était la migration vers le cloud et les nouvelles technologies cloud. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on a vraiment s'est mis le pied à l'étrier, en fait. Ensuite, ça a été assez difficile de financer l'entreprise parce qu'on a démarré ça à New York, on était installé à New York. On est de France, donc on n'avait pas Ouais. franchement les références que les entrepreneurs américains peuvent avoir. Euh, En même temps, on n'était pas non plus sur la côte ouest, dans la Silicon Valley, là où toutes les boîtes d'infrastructure sont montées. Donc, c'était assez difficile de financer la boîte au début. Je dirais que ça a eu un effet assez positif sur nous parce que ça nous a évité de nous prendre pour des génies et de penser qu'on avait tout compris. Et donc, on avait vraiment peur de ne pas avoir le bon problème, de ne pas résoudre le bon problème et de le résoudre de la mauvaise façon. Donc, ça nous a forcé à nous focaliser le plus possible sur les clients au début pour avoir une alpha du produit entre les mains des clients, pour avoir quelque chose qui vraiment était validé avant qu'on puisse financer ça derrière. Alors, vous ne partiez pas sur un marché vierge, il y avait quand même déjà un peu un paysage concurrentiel. À quoi il ressemblait à vos débuts, ce paysage concurrentiel? Alors au début, c'est un paysage qui était vraiment dominé par on va dire les acteurs historiques du secteur, donc les IBM, les PMC, CA, SIA, etc., etc. et HP à l'époque. Euh, et il y avait aussi pas mal de startups, en général plutôt américaines, plutôt côte ouest. Euh, et
c'était un marché qui était très focalisé sur tout ce qui était déjà industrialisé depuis, on va dire, 10, 15, 20 ans, on-prem, etc. Euh, Tout ce qui était cloud, c'était complètement nouveau et complètement ouvert. Et l'idée aussi de rapprocher développement et opération, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose aussi qui était très associé au cloud et donc à la transition agile euh, qui s'opère dans les entreprises quand elles bougent vers le cloud. Donc, ça nous a permis de nous installer sur un créneau qui était un peu différent, assez nouveau, et à l'époque qui était pas du tout mobilisé, on va dire, par les acteurs traditionnels. Est-ce que vous avez profité d'un alignement des planètes où vous avez lancé votre activité au moment où il y avait une véritable explosion du cloud? Ouais, alors j'aimerais dire que c'était tout prévu, mais en fait, on a eu beaucoup de chance au niveau du timing. Hein, ça, il y a pas de secret. Il se trouve que la transition vers le cloud, au final, a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus profonde qu'on ne l'imaginait en 2010. Et ça, je pense qu'on doit à des entreprises comme Amazon qui ont vraiment fait un excellent travail pour ce qui est de packager le cloud, d'en faire quelque chose qui soit très facile à consommer et de bien comprendre les besoins de leurs clients autour de ça. Et donc derrière, après, c'est développé, parce que c'est loin d'être les seuls acteurs maintenant. C'est un marché qui est toujours en pleine explosion et toujours, on va dire, très, très tôt dans son cycle. Euh, mais on a eu beaucoup de chance de ce côté-là. Il faut de la chance quand on démarre. Hein. Alors Il y a oui, mais il beaucoup de faut savoir travail. saisir les opportunités aussi. Vous avez réussi cet exploit de surfer brillamment sur cette vague du cloud. Euh, Au début, vous avez évoqué votre étude de marché sur un terrain réel avec un MVP basé sur des vrais besoins clients. Depuis, le monde a évolué et le produit aussi. Comment avez-vous fait évoluer votre produit depuis? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a démarré notre produit, donc le premier alpha qu'on avait, on ne voulait pas appeler ça du monitoring, parce qu'on pensait que le monitoring, c'était un mot des années 90, que c'était la vague d'avant, etc. C'était ce que faisait IBM. Donc, on était parti sur une plateforme très ouverte pour avoir le plus de flux de données possible et l'exposer au plus de personnes possible dans l'entreprise. Ensuite, on s'est vite rendu compte qu'il fallait un premier cas d'usage très précis et s'attacher à une catégorie très précise pour que les clients comprennent ce qu'ils achètent, pourquoi on en a besoin. Donc, on a commencé avec le monitoring et c'est le produit qu'on a lancé en 2012, qui ensuite qui a continué à grandir, qui grandit toujours euh, de façon assez rapide aujourd'hui. Euh, Ensuite, aux alentours de 2016-2017, on a commencé à étendre le produit vers ce qui était alors d'autres catégories séparées, comme donc l'APM ou la gestion des logs, la monitoring réseau, donc toute une série d'autres catégories, monitoring d'expérience utilisateur, qui étaient des catégories séparées, mais qu'on considère comme faisant partie d'une même catégorie, une super catégorie d'observabilité. Et de la même façon qu'on pense qu'il fallait abattre les murailles entre développeurs et opérations, Ops. on pense aussi que on va dire la séparation entre toutes ces catégories n'était pas justifiée. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté ça derrière sur la plateforme qu'on avait, la plateforme assez ouverte qu'on avait au début. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les concurrents que vous aviez au démarrage, les majors, les IBM, CA, BMC et autres HP, puis quelques startups qui démarraient. Le monde aussi a évolué avec plus en plus de startups qui sont créées. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous positionnez sur ce marché qui a lui aussi évolué à vitesse grand V? Oui, alors la chance qu'on a, c'est on s'est positionné comme étant on va dire les premiers en fait, à abattre les murailles, comme je disais, et à rassembler les utilisateurs et à rassembler ces catégories. Donc c'est vraiment on va dire notre cheval de bataille. Hein, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le plus de données soient collectées, qu'on ait la meilleure couverture possible et la rendre la plus accessible possible à tout le monde à l'intérieur de l'entreprise. Pour ça, la façon dont on mesure notre succès, dont on oriente le produit, en fait, est assez différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une course à la, à la fonctionnalité ou à la feature, on ne fait pas une course pour pouvoir cocher toutes les cases d'un RFP. La façon dont on mesure le succès du produit, c'est à quel point est-ce qu'on est adopté tous les jours par les employés de nos clients. Que ce soit des développeurs, que ce soit en opération, que ce soit en sécurité, qu'ils soient en produit, qu'ils soient en business et en métier, et qui veulent comprendre ce que l'application fait pour l'entreprise en temps réel. Donc, c'est ce qu'on mesure chez nous. On regarde à quel point on est utilisé. Et en général, il y a un peu de tension entre avoir le plus de fonctionnalités possible et être le plus utilisé possible.
Bien, alors là, je voudrais qu'on passe rapidement une petite séquence émotion, parce qu'on est dans une success story, donc on a l'impression que tout va facilement, mais avez-vous connu quelques périodes, quelques moments de doute? Oui, bah, évidemment, hein, quand on démarre, en fait, on s'imagine toujours que ça va être, enfin, ça va être formidable, glorieux, etc. Pendant les 6 premiers mois, on va dire les 3 premiers mois, on est extrêmement motivé parce qu'on a démarré son entreprise, ça y est, C'est parti. on est à son compte, c'est super, ça va être génial. Il se trouve qu'en général, au bout de 6 mois, en tout cas dans notre cas, on n'a pas de financement, on n'a pas de clients, on n'a pas de produits. On a surtout beaucoup de gens qui nous disent que ça va probablement pas marcher. En plus, Toujours. il se trouve qu'à ce moment-là, c'était l'hiver à New York, il faisait sombre, il faisait froid. Euh, donc, il y a des moments assez difficiles où il faut, on va dire, vraiment se convaincre qu'on travaille sur le bon problème, qu'on a la bonne approche, que si on fait du bon boulot pour résoudre ce problème, qu'il va y avoir quelque chose à la sortie du tunnel. Mais on va dire qu'il y a un tunnel à traverser au début, qui est assez difficile. On a eu de la chance parce que dès 2012, on a eu pas mal de demandes sur le marché pour notre produit. On a été, au niveau, comme je disais, au niveau de timing, on était assez aligné avec la prise du cloud et notre positionnement en rassemblant développeurs et opérations était au centre de la migration vers le cloud. Donc, on a eu beaucoup de chance de ce côté-là, mais ça reste très difficile de connecter les deux bouts. Alors, vous avez connu donc quelques moments de doute, mais malgré tout, c'est une croissance assez phénoménale entre 2010 et 2019, où arrive un moment magique dans la vie d'une entreprise, qui est l'introduction en bourse. C'est pas si lointain que ça fait à peu près un an. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé ce moment magique? Alors, la première chose que je dirais, c'est que les gens s'imaginent que c'est une ligne d'arrivée. À l'introduction en bourse, en fait, c'est une ligne de départ. Ah, Donc, ça, c'est important. Et c'est quelque chose aussi qu'il fallait que tout le monde dans l'entreprise comprenne bien, hein. C'est-à-dire que quand on passe en bourse, c'est qu'on a confiance dans le business à long terme, qu'on sait comment prévoir ce qui va arriver le trimestre prochain, dans 2 trimestres, dans 3 trimestres, dans un an, de façon à pouvoir guider les marchés dessus et avoir des investisseurs qui comprennent ce qu'on fait. Euh, donc, c'est plus une question de maturité, une question de se projeter à long terme. Bon, maintenant, évidemment, quand on passe en bourse, c'est un moment très émouvant. Quand on voit, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené le plus de gens possible, donc les 100 premiers employés de la boîte, sur le podium au Nasdaq. Et c'est très émouvant de voir tout le monde à ce moment-là qui pouvait en fait voir les résultats de leur travail. Quand les gens nous ont rejoints, quand on était 5, quand on était 10, quand on était 20, ils étaient très loin de s'imaginer que ça allait se passer aussi bien, évidemment. Euh, et donc, c'est très émouvant de voir ça arriver de toute façon. Je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dit, qui était que c'était. Il y a des périodes difficiles et on a traversé ces périodes difficiles. Je dirais que d'une certaine façon, les périodes difficiles sont très formatrices et beaucoup des qualités qu'on a chez Datadog en entreprise, c'est des choses qu'on a développées parce que c'est difficile au début. Donc, par exemple, le fait vraiment de se focaliser sur le client et sur le problème, plus que sur la solution, vraiment se focaliser sur le problème. Euh, c'est quelque chose qui est déterminant pour nous. Et aussi le fait qu'on s'est focalisé sur un business qui était efficace, qui pouvait être profitable, parce qu'on ne savait pas si on allait avoir du financement. C'est quelque chose aussi qui est resté avec nous et qui fait que maintenant, en tant que compagnie cotée en bourse, on se porte très bien. alors j'ai rappelé tout à l'heure, le cours de bourse a triplé en l'espace d'un an. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'introduction en bourse n'est pas une ligne d'arrivée, mais c'est un point de départ. Donc du coup, il faut regarder un petit peu devant. Quels seraient vos projets d'évolution, de croissance dans les 12 à 24 mois à venir, Olivier? Alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est on est encore au début d'un cycle de migration vers le cloud, donc il y a énormément de choses à faire, que ce soit au niveau produit ou au niveau couverture commerciale, au niveau développement de l'entreprise. Donc, moi, j'ai 2 priorités. Il y en a une qui est d'embaucher le plus d'ingénieurs possible pour qu'on puisse développer le plus de produits possible, le plus vite possible. Donc, ça, c'est une de mes priorités. La deuxième priorité, c'est d'embaucher le plus de commerciaux possible pour qu'on puisse couvrir le plus de marchés autour du monde possible. Et donc, des deux côtés, c'est un problème de recrutement, de l'attractivité, trois, je suis désolé de faire des anglicismes, mais d'onboarding, donc On pour, l'utilise aussi, l'onboarding en France, hein, vous inquiétez pas, Olivier. et puis derrière, évidemment, un problème de rétention, s'assurer que les gens puissent être productifs et heureux et se projettent dans l'entreprise à long terme. Euh, Alors, justement, quels sont les critères d'embauche aux États-Unis? Est-ce que
C'est facile? Est-ce que le marché est aussi tendu qu'en Europe? Et puis, une question que je n'avais pas prévu de vous poser, mais on a évoqué tout à l'heure avec Pascal Pic les notions d'inclusivité, diversité, parité homme-femme, etc. Comment est-ce que vous vivez ça de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce prisme du recrutement? Alors, donc déjà, le recrutement, c'est une des plus grosses parties de mon travail, hein, donc le recrutement et l'attractivité. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ait les bonnes personnes, suffisamment des bonnes personnes et qu'elles soient productives et heureuses. Euh, le marché, on va dire, aux États-Unis est assez tendu, aussi tendu que le marché en Europe, d'une façon générale, que ce soit pour les ingénieurs, pour les commerciaux. Euh, le marché a été un peu moins tendu pendant les 6 derniers mois avec Covid, hein. Il y a eu beaucoup plus on va dire, d'interrogations dans pas mal d'entreprises qui ont arrêté d'embaucher. Pas nous, on a continué au même rythme qu'avant. Donc ça a été un peu moins tendu à ce moment-là. Pour ce qui est de l'inclusivité, c'est quelque chose qui est très important pour nous et c'est très important pour nos employés. Je dirais que c'est aussi quelque chose qui est vécu de façon un peu différente entre les pays. Donc les problématiques et les attentes ne seront pas les mêmes aux États-Unis qu'en France. Les gens sont calibrés de façon un peu différente. On a aussi des modèles d'intégration qui sont différents entre les États-Unis et la France. Donc nous, notre travail, c'est de s'assurer qu'on ait une logique d'ensemble pour l'entreprise, qu'on puisse pointer tout le monde dans la même direction de ce côté-là, mais qu'en même temps, on s'inscrive dans les attentes et les préférences locales de nos employés. Et donc, dans certaines situations, d'ailleurs, l'encadrement légal peut être très différent. Par exemple, aux États-Unis, il est tout à fait normal d'assembler des statistiques sur l'origine ethnique de ses employés. C'est même requis. Alors qu'en France, c'est interdit. Ouais. Donc, Dernière question, après avant peut-être laisser David vous poser ces questions à lui. Vous avez, avec Alexis, réussi un succès d'estime avec Datadog. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui aimeraient, eux aussi, jeunes ou moins jeunes, se lancer dans le business et réussir la construction d'une licorne? alors, bon, déjà, je ne voudrais pas enfoncer une porte ouverte, mais le plus important, c'est vraiment d'avoir un problème qu'on comprenne bien et qui soit un problème réel. Euh, pour ça, il y a pas de secret. Un problème qu'on a eu au quotidien dans son expérience professionnelle, c'est toujours un bon point de départ. Euh, D'une façon générale, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'investisseurs ont tendance à se focaliser un peu trop sur l'originalité des entreprises ou l'originalité des solutions. Je dirais que c'est important de se différencier, mais c'est encore plus important de s'assurer qu'on travaille sur un problème qui soit réel, qui soit vraiment un problème douloureux et qui ait une forte valeur à ajouter si on peut le résoudre. Pour moi, c'est le critère le plus important. Euh, et puis, sinon, je dirais qu'il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de court-circuit. En fait, c'est un anglicisme, mais il n'y a pas de raccourci. Euh, pour ça, il faut faire le travail, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer le plus de temps possible avec ses clients, avec les clients potentiels, pour s'assurer qu'on comprenne vraiment bien ce qu'on puisse faire pour eux. Pour moi, c'est mon conseil de base, passer le plus de temps possible avec ses clients potentiels et s'assurer qu'on travaille pour eux et pas juste pour l'idée qu'on se fait que notre boîte devrait être. Bien, ben, je vais laisser la parole à David. Qu'est-ce que ça vous inspire, David? Quelle Bah, question moi, vous poser? je profite toujours qu'il y a un entrepreneur à New York et quelqu'un qui est sur place pour qu'il nous raconte un peu l'ambiance en ce moment aux États-Unis et notamment à New York. Mais je voulais avoir votre petit compte-rendu d'étonnement sur cette campagne américaine vue de New York et vue des milieux d'affaires que vous fréquentez. Comment ça a été vécu tout ça? On va dire que ça a été une période assez stressante pour tout le monde, hein. Les tensions étaient assez élevées aux États-Unis pendant les quelques mois qui ont précédé. Bon, il se trouve que ça s'est passé de façon calme. Tout le monde est un peu soulagé de ce côté-là. Pour les milieux d'affaires, d'une façon générale, les milieux d'affaires préfèrent quand les choses sont calmes, quand les choses se passent de façon ordonnée, de façon prévisible. Et d'une certaine façon, tout s'est passé de cette façon-là. C'est pour ça d'ailleurs que les marchés boursiers se portent bien. C'est pour ça que tout le monde
pousse un peu un soupir de soulagement en ce moment. Sinon, sur votre aventure, votre expérience et votre aventure entrepreneuriale et cette réussite, une question qui est qu'est-ce que vous ne voulez pas devenir en termes d'entreprise aujourd'hui? Quel est quel est quel est l'avenir que vous refusez? Alors, c'est intéressant parce que, en général, on me demande quelle est la chose que je redoute le plus. Bon, les gens s'attendent à ce que ce soit la compétition ou je sais pas, enfin des choses horribles qui puissent nous arriver. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le retour le retour à la moyenne, c'est la gravité qui nous tire vers le bas, c'est le fait qu'au fur et à mesure qu'on a plus de succès, qu'on devient une entreprise de taille plus imposante, ça devient de plus en plus difficile d'innover, de changer de chemin, de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs de la bonne façon et d'itérer très vite quand on produit une nouvelle chose. Donc moi, en fait, mon principal objectif quand on continue de développer la boîte, c'est de s'assurer qu'on reste agile, qu'on puisse bouger vite, que les gens savent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et qui pensent qu'ils sont au bon endroit pour innover. Euh, On a en France, on arrive au pic de ce qui est aujourd'hui aux États-Unis assez courant, c'est-à-dire l'arrivée dans l'open space et dans les grandes entreprises, mais aussi les entreprises moyennes, des questions de parité, d'inclusion. Euh, Comment vous, en tant que responsable d'entreprise, vous avez géré ces questions-là? Est-ce que vous les avez gérées? Les questions de parité, les questions de... Que nous, Français, on parle de politiquement correct, mais on appelle ça aussi l'inclusion, n'oubliez personne, autant d'hommes que de femmes, et puis maintenant les minorités. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez pris conscience, vous, à la tête de votre entreprise, surtout dans un secteur qui est la techno, la tech, l'informatique, où il n'y a pas... il y a- il n'y a pas la parité de recrutement parce que les femmes ne font pas nécessairement des carrières informatiques. Comment vous avez géré ces problématiques-là? Est-ce que vous vous en êtes soucié? oui, on s'en soucie beaucoup, et donc bon, ça a toujours été quelque chose dont on s'est occupé, parce que c'est très important pour nous, pour nos employés. Euh, c'est devenu encore plus important cette année aux États-Unis. Donc, on a eu la, la- la mort de George Floyd, qui a fait le tour du monde, hein, évidemment, euh, qui a, qui a provoqué une grosse prise de conscience pour beaucoup de gens ici et pour beaucoup de nos employés aussi. Et donc, pour nous, c'est très important de bien comprendre comment on s'inscrivait dedans, s'il y avait des choses qu'on devait changer, s'il y avait des choses qu'on devait développer, de quel côté de l'histoire on voulait se placer et comment est-ce qu'on allait s'inscrire dans la volonté de nos employés pour ça. Vous avez Alors, choisi? oui, vous disiez, Vous avez choisi? on veut être du bon côté de l'histoire, hein, évidemment. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formalisé nos messages d'inclusion à ce moment-là, qu'on a lancé les initiatives en interne pour s'assurer qu'on recrutait bien la façon la plus diverse possible, s'assurer qu'on avait un impact sur les gens qui pouvaient, euh, comment dire, qui allaient faire des études en informatique et qui allaient entrer dans le monde du travail de ce côté-là pour s'assurer qu'on soutenait nos employés en interne qui étaient en minorité, qui pouvaient se sentir en minorité. Donc, on a toute une série d'initiatives, certaines qui étaient déjà en place, certaines autres qu'on a accélérées, certaines qu'on a rajoutées, pour s'assurer qu'on répondait bien aux attentes des employés. Mais comme je disais, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les employés vont avoir des attentes assez diverses aussi. Donc, entre les pays, les attentes sont diverses, les approches sont diverses. Au sein d'un même pays aussi, on va avoir des gens qui vont voter de tous les côtés de l'échiquier politique, hein. Donc il faut s'assurer qu'on fasse quelque chose qui nous place du bon côté, qui soit en accord avec nos valeurs, mais qui soit en même temps une réflexion ou un reflet de ce que nos employés désirent. Ma dernière question, c'est sur cette période de crise sanitaire où chacun a travaillé souvent chez lui, à distance. Euh, Elle a révélé des managers et puis elle a révélé les failles des managers. Qu'est-ce qu'elle vous a, qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette crise, sur vos compétences de manager? Je disais que pour ce qui est du management, comment on grandit de façon déjà très importante, on avait déjà dû formaliser pas mal de process de formation,
parce que si on laissait les choses se faire naturellement, on ne pouvait pas doubler la taille de l'entreprise tous les ans et que enfin, sinon, tout allait tomber à l'eau. Donc ça, on avait déjà pas mal de choses en place, donc il a fallu l'adapter pour que ça se fasse de façon distante, mais ça s'est fait de façon assez bien. Je dirais la chose qui a été la plus, enfin, pas surprenante, la chose la plus marquante, c'était à quel point les humains sont adaptables. Parce que si on se replace en mars, je me souviens qu'en début mars, on se disait c'est impossible que tout le monde commence à travailler de façon distante d'ici quelques semaines, ça n'arrivera jamais, etc. Et 3 semaines plus tard, tout le monde travaille de façon distante et il se trouve qu'en fait les gens étaient très productifs, tout se passait très bien. Et, euh, et un mois plus tard, les gens commençaient à dire bon bah ça reviendra jamais comme avant parce que maintenant on est complètement passé de l'autre côté, tout le monde est à distance et ça sera comme ça pour toujours. Donc je pense que le fait qu'on est très adaptable, c'est peut-être pour ça qu'on a survécu, qu'on est toujours en haut de la chaîne alimentaire après tant de temps. Ça a été encore une fois prouvé dans cette transition. Je pense que ce sera prouvé aussi dans la transition dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on va revenir à une forme de normale, ça ne sera pas exactement comme avant, mais je pense que les gens vont se réadapter d'une autre façon et on verra en arrive comme ça. Vous avez une idée de la reprise, du retour de vos collaborateurs dans vos murs? Pas encore, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Je sais qu'on a rouvert des bureaux de façon pour les employés qui devaient absolument y être. C'était pas nous qui leur demandions, hein, c'était eux qui n'avaient pas d'autre choix. Et on a vu que la demande variait suivant les pays. Donc, par exemple, en Asie, les gens voulaient tous aller au boulot, au bureau. En France, on a eu de façon assez étonnante beaucoup de gens qui tenaient à être au bureau aussi. Euh, Aux États-Unis, beaucoup moins. Donc, quand on a rouvert un bureau à Paris, par exemple, pendant l'été, où le niveau de Covid était très bas, on a eu une forte fréquentation des bureaux, euh, alors qu'à New York, quand on a fait la même chose, on a eu une très faible fréquentation. Donc, tout varie, en fait, suivant les pays, suivant les attentes. Merci Olivier, je vous rends à Philippe Oh, Roux. bah, Merci de m'avoir prêté Olivier, c'est mais ça. ça a été un Ah bah, plaisir. En plus, il est très maniable, très pratique, il répond à toutes les questions, c'est super. Il a dit lui-même, ils sont très agiles chez Datadog. Bah C'est oui. pour ça, voilà, il n'y a pas de Vive mystère. l'agilité. Donc Olivier, il nous Alors, reste à vous remercier chaleureusement du temps que vous nous avez consacré. Merci Olivier. Et puis merci. à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Olivier.